Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et le plateau d'Europe 1 Soir est chargé ce soir, et pour cause, c'est pas tous les jours qu'on a l'investiture d'un président américain. Philippe Etienne, ambassadeur de France, qui était à Washington pendant le mandat Trump 1. Philippe Carsanti, porte-parole des Trumpistes en France, si j'ose dire, les Trumpistes, en tout cas le parti de Donald Trump. Nous sommes avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Bonsoir, et Joseph Messescaron. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être là. Philippe Etienne, est-ce que déjà, on va entendre peut-être d'abord Donald Trump, un extrait de son discours d'investiture sur le retour de l'âge d'or américain. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Et notre première priorité sera de créer une nation qui est fière, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle qu'auparavant. Nous sommes face à une crise de confiance. L'establishment corrompu a extrait le pouvoir du peuple, ne s'est plus reposé sur les piliers de notre société. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Ce jour est le jour de la libération, le 20 janvier. Philippe Etienne, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous reconnaissez Donald Trump, celui que vous avez connu en 2016, ou il est totalement nouveau ? Ah non, je le reconnais quand même assez bien ses priorités. Par exemple, le combat contre les élites, on vient contre l'establishment. Ouais, exactement, on vient de l'entendre. Mais c'est un président quand même nouveau qui arrive avec qui s'affirme beaucoup plus quand même et qui a beaucoup plus les leviers du pouvoir. Et qui d'ailleurs a dit qu'il allait passer tout de suite, qu'il allait démultiplier la vitesse, puisqu'on attend qu'il signe maintenant ses premières décisions. Il a annoncé déjà quelques décisions, vous l'avez dit tout à l'heure. Je les ai dit en titre, alors je peux vous les redire pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur Europe 1. Nouvel âge d'or, on vient de l'entendre, la fin des guerres, même celles dans lesquelles l'Amérique n'entrera pas. Alors on pense évidemment à la guerre Russie-Ukraine, la reprise du canal de Panama, ça c'est une promesse qui va être tenue, le golfe du Mexique qui va être rebaptisé du président McKinley. Je vois Philippe Carsanti sourire sur ce point-là. Le président McKinley, je crois qu'il redonnera le nom au sommet, au point culminant des États-Unis, que Obama avait débaptisé en Alaska. Voilà, donc c'est le golfe de Panama et le golfe du Mexique qui veut appeler golfe d'Amérique. Golfe d'Amérique. Alors c'est peut-être un raccourci de ma part. Étant aussi le héros des tarifs douaniers. En tout cas, c'est le retour de l'Amérique, y compris sur Philippe Carsanti, j'allais dire de l'esthétique, parce que là, en l'occurrence, on renomme le golfe du Mexique d'un nom américain et non pas du Mexique. C'est-à-dire que c'est à la fois un bras d'honneur aux Mexicains et à la fois Make America Great Again. J'allais le dire, c'est Make America Great Again. Il est vraiment sur sa mission. C'est vraiment très impressionnant. Moi qui suis retourné aux États-Unis juste après les élections pour voir un petit peu ce qui se passait, il y a un sentiment, et ce qu'il vient de dire là, ce qui m'a choqué un tout petit peu, c'est ce qu'il a dit devant Joe Biden quand il a dit que c'était après le déclin est terminé, c'est la libération des États-Unis devant Joe Biden, c'était probablement un petit peu insultant. Mais quand même, c'est vraiment la sensation qu'on a aux États-Unis. Il y a vraiment une liberté. Les gens, on sentait qu'il y avait une sorte de poids sur les épaules des Américains, qu'ils avaient une forme d'affaiblissement, et que là, il y a vraiment une fierté américaine qui revient. Et donc, par le nom, par le déploiement, notamment au canal de Panama, et probablement aussi par la suite au niveau du Groenland, pas par une invasion du Groenland, soyez-en rassurés, mais en revanche, pour aider le Groenland à avoir une certaine forme d'indépendance vis-à-vis du Danemark, pour éventuellement mieux protéger le Groenland des appétits chinois. Joseph Messescaron, on dit toujours impossible n'est pas français, on a l'impression que là, Donald Trump se lance dans l'impossible, mais qu'il veut faire. Oui, ce qui me frappe, c'est que quand j'étais étudiant à Sciences Po, lorsque j'avais entendu le discours... Rapprochez-vous du micro, on vous entend à peine. J'avais entendu le discours... que vous êtes sur Mars comme avec les astronautes. Oui, j'avais entendu à l'époque le discours de Ronald Reagan. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, avec Ronald Reagan, tout le monde avait titré « C'est une révolution conservatrice ». C'est la révolution conservatrice. On revient à des éléments idéologiques différents, on devient à des politiques différentes, économiques différentes, etc. Là, on a plutôt l'impression, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que prêche, le mot n'est pas trop fort, c'est une renaissance. Et ça, on n'est pas du tout exactement dans les mêmes points. C'est-à-dire renaissance, ça veut dire
redonner aux États-Unis une identité, redonner à la politique américaine du sens, et c'est là-dessus qu'il intervient. Je vois le sermon d'un pasteur qui est intervenu, pasteur monsieur le pasteur. Toutes les religions sont intervenues. Lewell qui est intervenu. Enfin, très très franchement, les accents qu'il emprunte sont des accents, traditionnels qu'on pouvait entendre certainement au 19e siècle. Et d'ailleurs aussi, mais il va même plus loin que le 19e siècle, Donald Trump, puisque lorsqu'il parle de l'acte de sédition, c'est la bonne, l'acte de sédition avait été créé en 1798. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a été créé par les fédéralistes contre les républicains. Et là, il reprend ça à sa guise. Donc c'est tout l'héritage réellement américain, y compris du 18e, que Donald Trump reprend à son compte. On va passer en revue tout ce discours. Je voudrais profiter quand même de la présence de Philippe Etienne qui, malheureusement, ne peut pas rester les 2 heures avec nous. Pour vous poser une question, monsieur l'ambassadeur, le chancelier Scholz espère de bonnes relations transatlantiques avec les États-Unis. Bon, évidemment, c'est pas surprenant, mais on aimerait bien quand même votre analyse diplomatique sur, j'allais dire, ce pincement presque de la Scholz. D'abord, je pense que le sujet se situe au niveau des Européens. C'est vrai qu'il y a un sujet allemand, on l'a vu au premier mandat de Donald Trump, il a quelques idées qui ne sont pas forcément toutes très positives sur les relations avec l'Allemagne à cause du budget de la défense, mais aussi à cause de l'échange commercial et notamment les voitures, qui est un peu une obsession. Moi, je pense que donc il y a certainement une inquiétude en Allemagne. En plus, il y a des élections. On est dans une campagne électorale et le chef de l'opposition en Allemagne, Friedrich Merz, qui veut devenir le chancelier après ces élections, critique le gouvernement social-démocrate en disant que lui aura de meilleures relations avec les États-Unis. Donc c'est ça le contexte. Moi, je pense que le plus important, c'est que les Européens. J'étais récemment à Bruxelles. On a tenu une réunion avec le président du Conseil européen. On a vu des commissaires, d'anciens commissaires, est une position qui soit une position positive pour les relations transatlantiques, mais une position aussi commune que possible. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine sensibilité allemande. Il y a même eu d'ailleurs une fuite d'un télégramme diplomatique allemand qui ne facilite pas les choses. On reste ensemble. On a bien compris que Donald Trump préférait rouler en Cadillac qu'en Mercedes. Et on va en parler justement après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Voilà, entouré de J.D. Vance et évidemment de toute sa famille politique. Il n'y a que 2 sexes masculins et féminins, déclare Trump. Les États-Unis vont sortir une nouvelle fois de l'accord sur le climat, ça c'est la Maison-Blanche qui l'annonce et donc c'est l'administration actuelle. Attention quand même parce que les dépêches défilent dans tous les sens. Il y a tellement d'annonces que on sait plus par où commencer. Commençons peut-être par l'annonce qui a été une des premières à être faite sur l'expulsion de 11 millions de clandestins aux États-Unis. Tout d'abord, je déclarerai un état d'urgence à notre frontière du Sud. Tous les clandestins seront refoulés. Nous commencerons l'expulsion des milliers et des milliers de clandestins. Nous allons rétablir ma politique Remain in Mexico, attente au Mexique. Je mettrai fin à la pratique de catch et release ou libération des clandestins en attente d'instruction de dossier. La frontière sud va mettre fin à l'invasion terrible de notre pays. Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, c'est possible de sortir 11 millions de personnes des États-Unis ? Alors moi j'ai quand même quelques doutes, mais il est clair que ce qu'ils vont d'abord essayer de faire dans cette nouvelle administration, c'est de cibler les gens qui ont commis des délits, des crimes, parce que ce sont évidemment les cas les plus sensibles, et il va y avoir évidemment une négociation avec le Mexique, parce que le pays qui va devoir garder ou reprendre ses immigrés, qu'ils soient mexicains ou pas, et maintenant la majorité ne sont pas mexicains, c'est bien sûr le voisin du Sud. D'où d'ailleurs la négociation, en fait, elle a déjà commencé avant même d'être en fonction, le président élu a menacé le Mexique de tarifs douaniers assez importants. Et c'est possible que le Mexique, c'est possible parce que ça nous intéresse nous directement, bien évidemment. Est-ce que c'est possible que le Mexique dise oui?
c'est-à-dire reprennent les ressortissants qui ont été condamnés. Est-ce qu'il y a déjà eu un précédent? Oui, sous le premier mandat de Donald Trump, il y a eu déjà une politique, et à l'époque c'était Manuel López Obrador, qui était un président élu plutôt populiste de gauche, hein, qui finalement, ils avaient trouvé un modus vivendi. Maintenant c'est une nouvelle présidente, du même parti d'ailleurs, Madame Sheinbaum. Ça va être quand même assez compliqué, mais ça peut commencer par un certain nombre d'accords tels que très amplifiés, tels qu'ils ont été conclus sous le premier mandat. Il y a le mur qui avait été dressé entre les États-Unis et le Mexique, d'ailleurs, n'avait pas été terminé. On a fait des reportages dernièrement. Est-ce que ce mur... Mais le mur, c'est pour empêcher les nouveaux d'entrer. Là, il s'agit aussi... Je pense que c'est important de rappeler que... J'insiste sur une chose. Il a dit d'abord qu'il allait refouler les nouveaux arrivants, et il a parlé d'expulser des milliers et pas des millions. Et les milliers, ce sont ceux que nous aussi nous aimerions expulser, c'est-à-dire les OQTF, c'est-à-dire les gens qu'on ne veut plus voir sur le terrain chez nous, qu'on n'arrive pas à expulser, et lui, justement, il veut mettre... C'est le sens de la question de Joseph, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une procédure qui est d'ailleurs beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France, et notamment entre la France et l'Algérie. Quand on établit une relation de force avec ses voisins qui sont pas très gentils, et bien avec les gens pas très gentils, je veux dire, on peut les expulser et avoir une forme de, je dirais, d'autorité pour les mettre dehors. D'ailleurs, plus qu'on en parle, ceux qui ont commis des délits, des crimes, et d'ailleurs c'était un thème très sensible dans la campagne, hein, puisque il y a eu un drame d'un assassinat, commis par plus d'un. Quelqu'un, il y en a un qui a été particulièrement... Lincoln Rail, qui a été assassiné. Donc, c'est vrai, moi je suis d'accord, c'est cette catégorie qui vont essayer de... En allant dans les villes du Nord, d'ailleurs, ils ont préparé des raids dans les grandes villes pour essayer de rassembler Philippe Etienne, puisque c'était votre travail auparavant, quel va être le boulot de l'ambassadeur de France aux États-Unis maintenant? Quelles vont être les priorités? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier? Alors d'abord l'observation, l'analyse, l'information. Ensuite ça va beaucoup dépendre des décisions du président Trump. Là on a quand même un petit éventail. Hein, non mais d'accord, mais il y a sûrement beaucoup de choses qui concernent la France, mais il n'y a pas, par exemple, peut-être que ça va venir ce soir, hein, dans les c'est peut-être pas une priorité, la France. L'Europe, en général, pour l'instant, on parle surtout du Mexique et du Canada, et puis de la Chine aussi. Sauf en termes de taxes, quand même. Alors c'est ça. Les droits de douane. Je ne crois pas. Oui, mais les droits de douane, on les a pas encore vus. C'est ça que je voulais dire. Oui, parce que moi, quand j'étais effectivement ambassadeur aux États-Unis, pour répondre directement à votre question, j'ai eu à gérer les droits de douane mis sur le vin français par rapport au conflit Airbus-Boeing. D'ailleurs, soit dit en passant, ces conflits qui n'ont pas été réglés sous l'administration Biden, ils ont été gelés, donc ils sont toujours là, malheureusement. Donc Boeing, Airbus, ça peut reprendre. Et puis alors, il y a une autre affaire qui prend beaucoup d'importance. On a vu la présence des patrons de la tech au Capitole. C'est les lois européennes sur le numérique, les modérations du contenu, les positions anti-monopolistes. On en a beaucoup parlé hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Thierry Breton, qui était au cœur justement de ces négociations. Et qui a porté ces nouveaux textes législatifs européens. Donc là, je pense que mon successeur et ses collègues européens vont aussi avoir affaire avec ce genre de différents. Alors, au niveau des droits de douane, moi je crois qu'il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que les produits que les Américains ne peuvent pas produire, c'est-à-dire on va dire le cognac, certains produits de luxe, je pense pas qu'on sera visé là-dessus. Je pense qu'on sera visé sur les choses que l'on peut faire aux États-Unis. C'est-à-dire que ce que les entreprises françaises peuvent faire aux États-Unis ou que les entreprises américaines peuvent faire, là, on risque d'avoir des droits de douane. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a quelque chose que tout le monde a remarqué, c'est la présence de la famille Arnault quasiment, j'allais pas dire au grand complet, mais avec Bernard Arnault. Ça, c'est un signe. Aux premières loges. Sa fille et son fils aux premières loges. Oui, je pense que c'est un signe, en tout cas, qu'il y a une bonne relation, et il y a toujours une bonne relation entre Bernard Arnault et Donald Trump. On l'a vu. Et on peut dire que Bernard Arnault porte une grande partie de l'économie française. On peut dire ça, Philippe Etienne. Comment est-ce que vous voyez la présence des Arnault au Capitole? Produits, oui. C'est un groupe LVMH qui a investi aux États-Unis, qui a racheté Tiffany, qui a une usine, je crois. Qui a une usine au Texas. Enfin, peut-être plusieurs d'ailleurs, sans doute. Okay. Alors, c'est pas la seule grande entreprise française. Hein. Les grandes entreprises françaises en général sont toutes. Et puis on sait que Delphine Arnault est, comment dirais-je, la compagne de Xavier Niel, donc il y a aussi un lien là. Et c'est important, comme vous l'avez dit, parce que les produits du luxe, y compris certains produits alimentaires, certaines boissons peuvent être irremplaçables, pourraient être touchés. Donc c'est important qu'il y ait cette relation.
Chers amis, on va marquer une pause. On va se retrouver dans un instant. Merci beaucoup Philippe Etienne d'avoir été avec nous. Je vous signale que du lundi au jeudi à 8h-20 dans Europe 1 Matin, ne manquez pas l'édito international de Vincent Hervouet. L'actualité en dehors des frontières, la géopolitique mondiale, les dynamiques complexes des relations internationales. Vincent Hervouet tous les jours de du lundi au jeudi à 8h-20. C'est dans Europe 1 Matin et nous on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France, Joseph Mess-Escaron, essayiste, écrivain, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, qui n'a pas beaucoup parlé, notre petit padawan, mais on va lui donner la parole dans un instant après avoir à nouveau écouté un extrait justement sur le genre. On sait que Donald Trump, pendant sa campagne, c'était aussi la guerre contre le wokisme. On écoute. Je vais également mettre fin à la politique du gouvernement qui porte sur des questions de genre, questions qui relèvent de la sphère privée. Nous allons forger une société qui ne connaît plus de couleur, une société de méritocratie. À partir d'aujourd'hui, la politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes-femmes. Homme-femme. Et ça commence aujourd'hui. Victor Hérault. Alors, déjà, c'est assez dingue qu'un président soit obligé de dire qu'il n'existe que deux genres, qui sont l'homme et la femme. Ensuite, sur la question des couleurs, c'est aussi très intéressant puisque ça démontre que le racialisme, en tous les cas aux États-Unis, ça vient un peu en France, mais on a toujours à peu près 5 ou 10 ans de retard sur ces questions-là sociales. Le racialisme est passé donc complètement à gauche, et non plus à droite comme il l'était historiquement, le racisme en tout cas, est passé complètement à gauche et lui dit non, il ne faut plus voir les gens selon leur couleur, plus de discrimination positive, etc., le mérite. Et c'est là que Donald Trump, selon moi, accouche d'une vraie révolution au sens strict du terme, c'est-à-dire un tour complet, un retour à la case départ. Il arrive en disant j'annule complètement... copernicienne. Exactement, une révolution copernicienne. Il annule toute la parenthèse qu'il y a eu avant lui, en disant j'annule la révolution woke, j'annule la parenthèse de la censure aussi, il en a parlé énormément, la parenthèse où on voit les gens selon leur couleur de peau, la parenthèse où on dit qu'un homme peut être une femme et inversement. Il annule tout ça, il dit je reviens aux fondamentaux, je reviens à la bonne vieille époque, je reviens aux choses vraies. On ne sait pas si c'est la bonne vieille époque ou si ce sont les fondements plutôt des États-Unis, tout simplement. De la civilisation humaine. De la civilisation humaine. L'homme et la femme, ça fait un petit paquet de temps. On n'a pas attendu les États-Unis pour savoir différencier l'homme de la femme. Vous avez justement dit, Joseph, c'est une révolution copernicienne. C'est, comment dirais-je, la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. Oui, mais c'est un retour. C'est-à-dire, comme Victor l'a dit, c'est-à-dire que, en fait, Donald Trump prend l'héritage américain, mais tout l'héritage américain. C'est-à-dire le XXe siècle, le XIXe siècle, le XVIIIe siècle. Il reprend tout. Toutes les bonnes périodes. Toutes les bonnes périodes. Ce que, évidemment, les démocrates avaient complètement abandonné. Des périodes qui ont capitalisé sur les États-Unis. C'est absolument, c'est cette période en effet, toutes les périodes de l'âge d'or. Peu importe, d'ailleurs, peu importe qu'ils aient été représentés par, au départ, les fédéralistes ou les républicains. Non, il reprend tout. Et c'est ça ce qui est frappant. C'est-à-dire qu'il défend l'identité américaine. Et il ne part pas sur l'identitarisme, contrairement, c'est important. D'où le fait justement qu'il n'est pas, il dit que peu importe la couleur, parce que justement, il n'est pas identitariste. Il parle juste d'identité et clairement d'identité. Et c'est là où on se dit que ce type de discours, pour le coup, manque singulièrement en France. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce discours. En France, vous avez soit un discours qui est un discours plus ou moins pro-woke, et de l'autre côté, vous avez un discours identitariste. Mais un discours qui défend l'identité en reprenant l'ensemble de ce que fait la singularité de la nation française, ça, pour le coup, vous le cherchez avec une lanterne. Ce que je trouve très intéressant, puisqu'historiquement, la France est un pays qui, justement, ne regarde pas par la couleur et parle plutôt du mérite, peut-être de l'origine sociale, mais en tous les cas pas raciale, et qu'historiquement, l'Amérique est un pays qui s'est construit, malheureusement, mais même dans sa politique aujourd'hui, sur les distinctions raciales, là-bas, il n'y a pas de tabou sur cette question-là. On peut aisément, d'ailleurs, par électoralisme politique, compter sur telle ethnie et pas telle autre, etc. C'est beaucoup moins tabou là-bas, et là, il y a une espèce
espèce d'inversion, effectivement, comme vous le dites. C'est-à-dire que chez nous, on a hérité de ce qui était, je l'estime, mauvais du côté des États-Unis, et les États-Unis, eux, plutôt, essayent de se calquer sur un modèle universaliste. Nous avons la particularité de faire 20 ans, 20 ans plus tard, ce que les Américains ont fait. Philippe Carsanti. Par rapport à ce que disait Joseph Massescaron, ce qui est important, vous aviez dit qu'il a pris le bond des États-Unis du 18e, 19e, 20e siècle, et en fait, c'est pour propulser les États-Unis vers le 21e siècle, Absolument. et pour faire du 21e siècle un siècle américain encore. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que on a entendu depuis que je suis en âge de comprendre, on me parlait toujours du déclin de l'Empire américain, et là, on voit vraiment que c'est autre chose. Il propulse les États-Unis pour être la puissance majeure du 21e siècle, par rapport surtout aussi à ce qu'on nous disait que la Chine allait arriver. Et lui a décidé de faire en sorte que la Chine ne soit plus là, ne grignote plus pour reprendre le leadership américain. Positif, on dit souvent qu'on positive. Pardonnez-moi, il faut qu'on fasse quand même une pause. Parce que tous les experts en expertologie, avec Emmanuel Todd, toutes les todderies, etc., possibles, qui nous ont dit, pardonnez-moi, que j'ai refusé d'ailleurs d'inviter. Et qui sont invités en permanence par tous les médias où vraiment le tapis rouge est déroulé. Le nombre d'incongruités, d'inexactitudes. C'est bien les todderies. Joseph, d'inexactitudes. Et Philippe Carsanti a raison de remettre les pendules à l'heure. Il faut quand même le rappeler. Non mais alors, ce que je veux dire, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est que ce qu'il y a d'encourageant, c'est la positivité de ce discours. On dit souvent méditation pour le bien-être de chacun, et d'ailleurs ça fait partie du développement de soi, pourquoi pas, de positiver plutôt. Le nombre de discours où on voit des chefs d'État d'ailleurs qui sont intronisés en disant il y a eu ça, on a connu des guerres, on a connu des périodes noires, on a connu... Lui, il capitalise, c'est la grande différence. Il dit voilà ce qu'il y a de bon dans les États-Unis. À chaque fois de revenir sur la France, et à chaque fois de me couper. C'est la grande différence. À chaque fois de vous couper, c'est vrai. Ça vaudra un déjeuner, ça. Au moins. Mais simplement, c'est la grande différence avec le personnel politique de droite en France. Le personnel politique de droite en France ne parle que quoi ? Du déclin, du crépuscule. Ils chantent sur les ruines, comme Chateaubriand. Il va dire le déclin français. Sans aucune exception, tous, ils le font tous. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Et ils se demandent, tiens, on va aller voir Trump. Comment se fait-il que Donald Trump arrive à attirer les foules ? C'est très simple. Positive. Et je permets juste un petit truc, c'est aussi une chose importante. Le catastrophisme climatique dans lequel on nous fait vivre tout le temps. On entend le ministre des Finances qui nous explique qu'il va falloir s'arrêter, qu'on doit arrêter de conduire des voitures avec trop d'essence. Lequel ministre des Finances ? L'actuel Éric Lombard. Français. Oui, Éric Lombard, celui qui était voulu par les socialistes pour être Premier ministre. Vous savez, celui. Donc, et qu'on a mis à la BNP. Voilà. Et qui nous explique que tout doit passer par le catastrophisme climatique, qu'on va changer, et que nous, en arrêtant d'accélérer sur nos voitures, on va changer la météo du monde entier. J'invite ce monsieur à aller se promener en Chine, à aller se promener en Inde, à aller se promener en Afrique, qu'il aille voir ce que ces gens-là brûlent. Non mais parce que ces gens-là brûlent toute la journée et bien comprendre que nous n'avons aucun impact sur ce qui se passe dans le monde entier. Je reviens sur l'aspect positif du discours de Donald Trump. Faut pas oublier aussi que les États-Unis, contrairement à la France, est un très jeune pays. Très très jeune pays, c'est 250 ans d'histoire. Donc il se cherche encore une mythologie. Et j'ai l'impression que Trump a compris cela et qu'il capitalise énormément là-dessus en invoquant sa propre mythologie lorsqu'il dit j'ai été sauvé par Dieu pour apporter sa gloire aux États-Unis en référence à son attentat manqué où la balle lui a frôlé l'oreille, ou lorsqu'il dit aussi le soleil du pays viendra baigner sur le monde. Il y a un aspect là mythologique, empire du côté de l'Empire romain qu'avaient perdu les États-Unis avant ça. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut même rappeler, aux États-Unis, sur les billets de banque, il y a écrit In God We Trust. Oui. Dans les cours, il y a écrit In God We Trust. Quand on dit à tes souhaits, on dit God bless you. Quand un cas de force majeure, ça s'appelle an act of God, un acte de Dieu. Enfin, donc Dieu est partout. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand quelqu'un éternue, on lui dit tu peux crever ? Ah non, on dit à tes souhaits. Ah bon, d'accord. Ouais, bon, c'est différent. C'est vrai que c'est différent. C'est à tes souhaits. Moi, je dis rien, moi. Ce qui est intéressant aussi et qui est incompréhensible pour la droite française, c'est In God We Trust plus les Village People. Oui, Non, mais après, vous savez que Mathieu Bock-Côté tient très très bien la Corée de Trump. On lui demandera tout à l'heure de la faire. Est-ce que vous voyez un meeting de Laurent Wauquiez avec Village People ? Eh ben, vous lui donnez une idée. Vous lui donnez une idée, Joseph. Pas forcément envie de voir ça. Vous savez qu'il écoute Europe 1, Laurent Wauquiez. Donc voilà, on verra ce qui se passe. On a quelques minutes, pas beaucoup. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qu'a fait Joe Biden juste avant le discours. Il a gracié 5 personnes de sa famille, personne n'en parle. Alors là-dessus, j'invite vos auditeurs à acheter un livre de Gérald Olivier qui s'appelle Cover Up et qui raconte toutes les magouilles, comment
en 2020, parce qu'on parle tout le temps de l'élection truquée de 2020. L'élection, comment elle a été truquée? En dissimulant les informations catastrophiques qui révélaient toutes les magouilles de la famille Biden avec la Chine, avec l'Ukraine et avec d'autres pays. Et donc là, ce que vient de faire Joe Biden, il vient de protéger son frère, sa sœur, il l'avait déjà fait avec son fils, de toutes les poursuites qui pourraient arriver par la suite. Donc en fait, c'est vraiment très important de comprendre le degré de corruption. Louis Sarkozy a tweeté en disant c'est un scandale, ce sont des affaires qu'on ne connaît absolument pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le tenant, l'aboutissant, personne ne sait de quoi il s'agit. Parce que Vincent Hervouet ce micro pour en avoir parlé. Parce que les réseaux sociaux l'ont censuré, et avec la complicité du FBI à l'époque, où il y avait 50 agents du FBI qui ont fait une annonce, qui ont fait en sorte que ce ne soit pas diffusé dans les médias. Joe Biden d'ailleurs le dit, je les ai graciés parce que c'était des affaires qui étaient infondées. En général, quand une affaire est infondée, il n'y a pas besoin de gracier. Et puis surtout, ça donne, comment dire, de l'eau au moulin de Donald Trump, qui combat le deep state, il le répète à longueur de journée, l'état profond. Là, c'est, comment dire, sinon une preuve, en tous les cas, ça tend vers le discours de Donald Trump, en disant, il y a des choses qui se trament en dessous, que personne ne sait, et puis quand un président s'en va, il gracie toute sa famille, le mot de la fin. Plus personne n'en parle. Je sais pas si c'est le mot, je mérite le mot de la fin, mais simplement, j'ai vu tellement là également de commentateurs, puisqu'on en a tous regardé, disent ça y est, avec Trump, c'est une oligarchie qui arrive. Mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est pas une oligarchie qui arrive, c'est la fin des administrations Obama et des administrations Biden qui s'étaient tenues et qui justement composaient ce fameux Deep State. Non mais vous avez vu la page de garde de nos confrères de France Info tout à l'heure. Pourquoi est-ce que si on cliquait, bon alors il y a la page de garde, puis après il y a un article, pourquoi est-ce que Donald Trump est un fasciste? Voilà, bon, écoutez, vous parlez de médias et de commentateurs, chacun fait son marché, et puis on verra bien. 19h56, nous on a un journal qui arrive, 20h, chacun avec Maël Hassani. 20h10, Marion Maréchal nous appelle de Washington pour avoir sa réaction à cette investiture. Mathieu Bock-Côté arrive en même temps que les autres éditorialistes. On se retrouve dans un petit instant sur Europe 1, à tout de suite.